Lorsqu'on observe l'évolution des prix de l'énergie par rapport à la moyenne des autres biens sur les 30 dernières années, dans les catégories INSEE, il en ressort plusieurs remarques à divers égards. Déjà, la valeur énergie dans son ensemble, électricité, gaz naturel et hydrocarbures, croît plus vite que l'ensemble, que le reste des biens. Parfois de manière continue, comme les hydrocarbures liquéfiés qui ont quasiment quadruplé en l'espace de 30 ans, et parfois par vagues, comme les autres sources d'énergie. Notre Terre est donc un immense réservoir de ressources, pour part renouvelables, pour d'autres non, et dont certaines ne nous sont devenues accessibles que dans une époque relativement récente. Nombre de ces ressources sont limitées, et pour paraphraser une phrase souvent entendue mais que je trouve relativement juste, celui qui croit que la croissance peut être infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Donc le graphique que j'ai montré tout à l'heure montre les différents chocs qui se sont succédés finalement sur des périodes de plus en plus courtes. 99, 2008, 2020, 2022, chaque fois pour des raisons propres, mais toujours de manière violente. Donc accélérer la libre circulation de l'énergie, en libéralisant les marchés, avait pour objectif principal de réduire le coût global par un système et par une allocation optimale entre l'offre et la demande. Et ça sur le territoire le plus vaste possible, à l'échelle européenne. Lorsque les politiques nationales sont disparates et la répartition des ressources naturelles aussi inégale, à ce moment-là, ça peut coincer. Et pour ce faire, le market design, ou le mécanisme de marché qui a prévu des séries de mesures incitatives qui visent à accélérer la circulation de l'information via le principe de transparence des marchés, mais aussi la réduction des barrières à l'entrée pour des nouveaux entrants qui souhaiteraient jouer ce jeu du marché libéralisé. C'est ce qu'on appelle l'intégration verticale, c'est-à-dire en fait le découpage de la chaîne de valeur entre la production, que l'on nomme amont ou production, et le transport et l'aval, la commercialisation ou la demande. On sort ainsi d'un modèle d'acheminement historique, il y a encore 40 ans, et de distribution de l'énergie point à point, c'est-à-dire on fait la somme des coûts d'un point A à un point B pour déterminer le prix, pour entrer dans un modèle plus global qui s'appelle le modèle entrée-sortie, dans lequel on définit des grands périmètres d'équilibre logistique qu'on voit aujourd'hui. M. de Quiche en a évoqué un, le TTF, il y en a d'autres en Europe. Et donc, c'est la création des bourses d'échange qui est en fait corrélée à ces grands périmètres logistiques, qui devient un carrefour où la demande et l'offre se régulent pour déterminer un prix. Et elles sont ces pendants économiques de ces périmètres logistiques. Donc la détermination du prix s'effectue par le mécanisme connu et historique dans notre métier qui s'appelle le merit order, mais qui est revenu vraiment sur le devant de la scène les derniers mois. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'on privilégie à demande constante les centrales ou les moyens de production du plus cher au moins cher. Et lorsque la demande est satisfaite, le prix d'équilibre payé par les demandeurs rémunère l'ensemble des acteurs de la production qui sont appelés à satisfaire cette demande. Il y a d'autres modèles, mais c'est le modèle qui a été choisi, sur lequel il y a eu un consensus au niveau européen il y a 15 ans pour réguler l'offre et la demande sur le marché de l'électricité. Tout ceci toujours avec ce double objectif, garantir l'allocation optimale de l'offre avec la demande en toute transparence, tout en permettant aussi à la diversité des sources de production, notamment électriques, de pouvoir s'intégrer dans un marché unique. Donc ce signal prix, c'est le terme qu'on emploie, est aujourd'hui un petit peu la métrique décisionnelle principale pour nombre de processus liés à l'investissement et puis également au mode de consommation et de production. Renoncer à consommer, inciter à produire, obliger à consommer ou obliger à produire, tous ces paramètres sont retranscrits dans ces courbes d'offres et de demande. Donc, dans le principe libéralisé du marché tel qu'on a aujourd'hui, le prix devient le reflet économique d'une réalité physique. Et la pyramide énergétique européenne repose donc en grande partie sur ce postulat de base d'une relation apaisée ou au moins stabilisée avec la Russie afin de permettre la construction de ce marché intégré. Et dans le même temps, par contre, la globalisation, elle, a continué à faire son œuvre, avec notamment de nouveaux grands bassins de consommation comme l'Asie ou l'Amérique du Sud et l'avènement du GNL du Moyen-Orient depuis les années 2000, puis le gaz de schiste américain, notamment à partir de 2016, permettant de répondre de manière flexible à l'échelle mondiale, mais rapide. Et donc aujourd'hui, il est rare pour les consommateurs comme vous et les producteurs non subventionnés de pouvoir sécuriser des achats à plus de 3 ans,
voire même 2 ans. Donc notre horizon d'évaluation économique, il se réduit, et puis un certain aveuglement positiviste sur la disponibilité globale de la ressource à l'échelle mondiale a aussi anesthésié les volontés nationales de se prémunir contre les risques de carence. Et puis des choix politiques controversés, comme un peu émotionnels, comme l'abandon du nucléaire en Allemagne ou du charbon dans certains pays, effectués aussi de manière radicale, dans une illusion là aussi de la disponibilité de l'énergie à l'échelle mondiale. Mais ça, c'était sans compter sur la voracité des nouvelles économies, Inde, Chine, pour alimenter leur croissance. Et je rajouterai en plus une politique monétaire accommodante qui biaise la perception du risque et qui profite aussi à une financiarisation de l'économie et des marchés au détriment de secteurs clés comme la production d'énergie. Donc le marché applaudissait sur cette réussite du modèle libéralisé, sans penser forcément au lendemain douloureux que nous connaissons aujourd'hui. La consommation, donc la demande, reste inélastique. L'organisation du marché a changé, mais les modes de consommation, pas tant que ça. Toujours grande thermosensibilité, un besoin continu pour l'industrie en base, et l'offre en Europe continentale, par contre, se raréfie en raison de capacités de production qui ont disparu, qui n'ont pas été remplacées, ou qui souffrent d'indisponibilité chronique comme chez nous. Donc nous applaudissions encore il y a 3 ans des prix du gaz ou du pétrole proches de zéro, voire négatifs, et regrettons aujourd'hui amèrement l'enchaînement des événements des derniers mois. Donc notre horizon et notre visibilité se sont drastiquement réduits, et il est difficile aujourd'hui de se projeter en tant qu'entrepreneur ou dirigeant à plus de 5 ans, et même pour un investisseur. Or, l'énergie est par définition une industrie capitalistique du temps long. La France, quant à elle, pour en parler, elle a su conserver certaines particularités. Elle ne bénéficie pas d'un environnement concurrentiel très fort en termes de production et en termes de nombre d'acteurs sur notre secteur, mais dès 2010, la sécurité d'approvisionnement a été placée au cœur des enjeux politiques. L'Arenh, également l'objet de débats constants depuis son introduction, qui a tour à tour été pointé du doigt lorsque les prix étaient sous cette fameuse barre des 42 € du mégawattheure, et qui représente aujourd'hui quasiment la seule bouée de sauvetage disponible en France lorsque le marché s'emballe. Et enfin, la France a également investi tôt dans des terminaux méthaniers, en capitalisant aussi sur cette ouverture maritime vaste qu'elle peut avoir vers le monde. Le point faible de notre nation est un peu le manque de diversité à l'échelle nationale, représenté sur les segments de la production, qui devait d'ailleurs être une des contreparties de l'Arenh. Et notre relative dépendance de notre système à la santé de notre champion national en électricité. Reprise de la croissance post-coronavirus, on retrouve à peu près les mêmes drivers que ce que M. Dekish évoquait. La réduction progressive de la production russe vers l'Europe à partir de l'été dernier, riposte graduelle sur des dossiers tels que Nord Stream 2 jusqu'au capotage, puis le déclenchement de la guerre en Ukraine, les vagues de sanctions, la recherche de substituts au gaz russe et le quasi-arrêt des exportations russes vers l'Europe. Environ 20% aujourd'hui, on est encore aujourd'hui dans une maintenance où les flux sont à zéro. Et dans le même temps, l'actif productif électrique français connaît une indisponibilité record en raison de maintenance pour la prolongation de la durée de vie de nos centrales, pas de nouvelles capacités, des problèmes de corrosion et de soudure sur des centrales existantes, l'arrêt programmé de Fessenheim et plus récemment aussi la sécheresse de nos fleuves qui ont poussé bon nombre de réacteurs à diminuer leur puissance disponible. Ils se tournent donc vers les sources d'approvisionnement immédiatement mobilisables et le gaz de schiste américain, lui, répond présent. Donc le stade final de ce marché qui anticipe une demande sans offre disponible et qui actuellement est à l'œuvre, c'est cette destruction de demande. Le marché se découple, se décorrèle de la réalité physique pour entrer dans le test des limites économiques. Jusqu'à quel prix les consommateurs sont-ils prêts à aller pour satisfaire le besoin? Le rapport de force, jusqu'ici aussi considéré un petit peu comme acquis en tant que consommateur vis-à-vis des fournisseurs, est en train de changer. Nous sommes les premiers à le remarquer chez Collectif Énergie. D'un côté, l'achat d'énergie s'est professionnalisé parce que chez la plupart des grands et moyens consommateurs, transparence des prix, accessibilité des informations qui ont accru les compétences, même si ce sont des mécanismes qui sont connus depuis longtemps dans l'agriculture. Suivi des cours, météo, évaluation des grands équilibres offre-demande, les principes sont les mêmes. De l'autre côté, les contrats de fourniture, eux, sont devenus de plus en plus complexes.
Et il y a de multiples instruments de pilotage et d'optimisation possibles qui ont émergé. L'optimisation de la part ARENH, l'anticipation de l'écrêtement, la CSPE, les marchés spot versus les marchés à terme, les prix lissés versus les prix réels, les engagements de flexibilité, les effacements, les stratégies d'achat. Voilà, tout ça, ce sont des profils, selon des profils de risques différents en fonction de chacun d'entre vous. Et dans le contexte de marché des 5 dernières années, le consommateur se positionnait ainsi plutôt dans une gestion des opportunités. Et il pouvait se targuer d'avoir le choix. Comment suivre l'actualité des fournisseurs et par conséquent leur capacité à honorer sur le long terme leurs engagements contractuels quand certains se défaussent. Identifier les grands objectifs qui permettent des projections budgétaires, pas à 2 ans, mais à 5 ans, voire 10 ans, et pouvoir les décliner sous forme de métriques compatibles aussi avec un suivi de marché efficace. Et puis, puisqu'on parle de l'agriculture, il y a aussi d'autres composantes à intégrer qui sont liées à la fourniture, l'autoconsommation solaire, la production de biométhane, la production électrique en cogénération. Le statut de fournisseur repose aussi parfois sur des briques métiers assez fragiles. Chaque fournisseur n'intègre pas toujours la chaîne de valeur en son sein. Il y a donc des fournisseurs et puis des fournisseurs de fournisseurs qui gravitent d'ailleurs toujours souvent autour des mêmes noms. Donc si l'hiver dernier a apporté son lot de premiers défauts de fournisseurs, notamment en Allemagne, en Royaume-Uni, en France on a un seul cas à l'heure actuelle, l'hiver prochain risque fort d'ébranler aussi les fondations de certains entrants et de reconsolider le marché sur un nombre plus restreint d'acteurs. Les moyens d'aujourd'hui permettent aux consommateurs et producteurs de se constituer en groupement et d'organiser des communautés pour porter leurs exigences vis-à-vis des fournisseurs. On parle donc aujourd'hui de communautés d'énergie qui peuvent prendre d'ailleurs différentes formes, qui existent déjà et qui sont déjà structurées dans le monde agricole. Les syndicats, les fédérations, les entreprises de conseil, les groupements d'intérêt économique, qui sont autant de modèles qui ont en grande partie été façonnés aussi par l'agriculture. La production électrique modulable, issue de la cogénération à la ferme, pose les mêmes enjeux, mais en miroir de la consommation. Le marché en propose aujourd'hui 500 € du mégawattheure de rémunération. Organisons cette force dans l'intérêt des exploitants. Les options existent d'ailleurs en dehors du marché. Les PPA, on appelle ça, par exemple, contrats en direct avec les consommateurs sur des périodes plus longues que 2 ans, qui donnent de la visibilité budgétaire tant aux exploitants qu'aux consommateurs, dans le souci aussi d'un renforcement des liens et du tissu. La production de biométhane à la ferme, qui suit les mêmes principes et qui est aujourd'hui valorisée aux alentours des 200-250 € du mégawattheure. La production solaire, qui est aussi si gourmande en foncier et dont l'agriculture dispose, et les achats d'énergie, enfin, en groupement qui permettent de mieux négocier et de piloter l'approvisionnement par la valeur par rapport aux fournisseurs, tout en prenant en compte les spécificités structurelles de leurs activités. La transition énergétique et les difficultés actuelles de marché dans votre secteur peuvent représenter un relais et finalement une chance. Manque de capacité de production, manque d'imagination aussi sur les modes d'exploitation des ressources, et manque d'organisation et d'intelligence collective. Ça peut ainsi redonner à l'agriculture une place centrale au cœur de l'échiquier énergétique. Le signal prix nous l'enseigne, nous avons besoin aujourd'hui de capacité de production. L'agriculture, la ferme peuvent devenir tour à tour productrices, consommatrices, flexibles, multicommodités, durables, déjà organisées et structurées, avec une réelle vision entrepreneuriale, couplée aussi à l'expertise et intégrée dans une superstructure qu'on appelle le marché, mais forte au niveau local. Donc on peut donc très bien imaginer la ferme comme la station-service de demain, la ferme comme centrale de production locale, la ferme comme fournisseur d'énergie et la ferme aussi comme source de valeur pour le territoire et pour son industrie.